Alors, cette vidéo est une aide pour résoudre les exercices sur la phalène du Boulot, page 306-307. La première question demande de proposer un scénario pour expliquer l'évolution des phalènes par rapport à la sélection naturelle. Donc, on va commencer à regarder les trois documents. Document 1, on voit donc deux phénotypes, c'est-à-dire deux versions apparemment différentes chez la phalène du Boulot. Une version claire et une version sombre. Ces papillons, qui sont des papillons de nuit, restent le jour posés sur des troncs d'arbres. En général, ils se posent sur des bouleaux au tronc clair, et lorsqu'ils sont eux-mêmes de forme claire, ils passent inaperçus. Dans le document 2, on comprend que la pollution a modifié la couleur des troncs d'arbres. Du fait de la consommation importante de charbon et de la pollution qui en a découlé, les lichens, qui habituellement vivent sur ces troncs et qui rendent la couleur du tronc plus claire, ces lichens ont été tués. Les troncs ont donc pris un aspect plus foncé. Cela a changé beaucoup de choses pour les papillons, puisque les formes claires qui habituellement passaient inaperçues, un peu camouflées sur la surface du tronc, devenaient visibles, alors que c'était les formes foncées qui, du coup, étaient avantagées et se retrouvaient mieux camouflées sur le tronc. Le document 3 est un graphique qui montre deux courbes. La courbe en trait continu montre l'évolution du phénotype phalène noire en proportion par rapport au phénotype phalène blanche montré par la courbe en pointillé. Évidemment, ces deux courbes sont l'exact opposé l'une de l'autre, puisqu'il n'existe que deux phénotypes possibles pour ces papillons, la forme foncée et la forme claire. Lorsqu'il y a peu de papillons de forme claire, il y a forcément beaucoup de papillons de forme sombre et inversement. Donc ce qui est intéressant, c'est de repérer sur l'axe des abscisses à quelle époque il y a des changements dans ces phénotypes et dans ces proportions, et de relier ça avec les dates présentées dans le document. Donc si nous revenons à la question numéro 1, eh bien, pour proposer un scénario capable d'expliquer l'évolution de ces phalènes au cours de cette période, entre 1800 et 2000, eh bien, il faut tenir compte du caractère qui a varié chez cette espèce, la proportion des deux phénotypes, clair et foncé, et il faut tenir compte des facteurs du milieu en jeu, à savoir eh bien, la couleur des troncs sur lesquels ces papillons se posent, et en quoi le fait qu'ils soient camouflés ou peu camouflés va avoir une influence sur ces animaux et sur leur capacité à se reproduire et à faire de nombreux petits pour transmettre leurs caractéristiques claires ou foncées. Passons maintenant à la deuxième question. Montrer comment le changement de conditions de vie peut faire évoluer la fréquence d'un allèle. Il faut alors regarder le document 4. Ce document montre l'évolution du pourcentage d'allèles grand F présents dans la population de phalènes au cours du temps. Sur le chromosome 17, nous apprenons qu'un gène commande la couleur qu'aura le papillon. Si ce gène existe avec l'allèle grand F chez un papillon donné, alors le papillon sera de couleur sombre. Si l'allèle grand F est absent, le papillon sera de couleur claire. On constate que la proportion de grand F dans la population des papillons passe de presque 0% à plus de 80% au maximum de la période de pollution à Manchester, en Grande-Bretagne. Pour répondre à la question 2, l'idée est donc d'essayer de montrer ce qui a pu, dans la reproduction et donc dans les générations successives de phalènes,
provoquer cette augmentation de la proportion de l'allèle grand F. Qu'est-ce qui a conduit les phalènes, qui étaient de couleur sombre, à mieux propager leur allèle grand F que les phalènes qui étaient de couleur claire, qui ont sans doute dû moins se reproduire pendant cette période? La question numéro 3 est en fait un résumé et aussi une généralisation sur la sélection naturelle pour expliquer comment elle permet parfois l'apparition de nouvelles espèces. Il faut donc voir les documents 5 et 6. Alors, les deux documents 5 et 6 expliquent par le texte et par le schéma comment à partir d'une même espèce ancestrale, à l'origine, on peut, selon les conditions du milieu, obtenir, au cours des temps, après de nombreuses générations, des espèces différentes qui ne sont plus capables de se reproduire entre elles. Donc je vais prendre l'exemple des pinsons des Galapagos, le document 6, et ça sera à vous d'essayer de faire un peu la même chose pour la phalène du bouleau. Alors tout commence avec une espèce ancestrale d'oiseaux de la famille des pinsons, et comme chez tous les animaux, chez tous les végétaux, à chaque génération peuvent apparaître des mutations au hasard dans les différents gènes des chromosomes de cet oiseau. La plupart du temps, ces mutations n'ont aucun effet. Parfois, elles peuvent avoir un effet sur l'individu lui-même. Et si cette mutation se produit au niveau des cellules reproductrices, eh bien, elle pourra être transmise aux générations suivantes. Imaginons qu'une mutation conduise à posséder un bec plus fort, plus costaud, et que cette mutation apparaisse chez une population d'oiseaux vivant dans le milieu numéro 2 du document 6, eh bien, milieu dans lequel se trouvent sûrement beaucoup de fruits durs à casser avec une enveloppe solide. On peut imaginer que la présence de cette mutation gros bec va favoriser les individus qui la possèdent. Ils vont mieux se nourrir, donc avoir davantage de chances d'avoir des descendants, et donc transmettre à de nombreux individus de la génération suivante cet allèle qui conduit à avoir un gros bec. Du coup, de génération en génération, le caractère gros bec sera de plus en plus prédominant dans la population. Dans un autre milieu, ce caractère gros bec n'aurait pas du tout été un avantage. Imaginons le milieu 1, où vraisemblablement ce sont surtout des insectes qui sont présents. Et c'est là un avantage d'avoir un bec fin pour déloger les insectes dans les écorces. Et donc, dans ce cas-là, les individus qui possèdent l'allèle bec fin seront avantagés, et ce sont ceux-là qui feront davantage d'individus dans la génération suivante, et progressivement qui répandront l'allèle bec fin dans la population. Au cours du temps, suite à l'accumulation de diverses mutations, à la sélection de celles qui sont les plus avantageuses sur de nombreuses générations, suite parfois aussi à des changements au niveau des milieux, changement de climat, etc., apparition de nouveaux prédateurs, eh bien, petit à petit, des différences vont s'accumuler par rapport à l'espèce d'origine, et peut-être même deux lignées peuvent se former dans deux milieux différents. Au cours des générations, ces différences qui s'accumulent peuvent conduire à un éloignement génétique et un éloignement aussi phénotypique de ces individus. Petit à petit, ils ne pourront plus être capables de se reproduire entre eux, et donc nous aurons vu l'apparition de deux espèces à partir d'une seule. Tout cela étant lié à l'apparition de mutations à chaque génération et à leur sélection ou non par les conditions du milieu. Voilà, j'espère que la description de ces différents documents vous aura permis de mieux comprendre. C'est vrai que ce sont des questions un peu complexes.
Je ne saurais trop vous inciter à revoir le C'est pas sorcier dont je vous ai donné le lien les semaines précédentes pour mieux comprendre. Je vous souhaite bon courage et puis tenez le coup.